Fièvre des sucres est un podcast acéricole avec des voix libres et passionnées qui se donnent la mission de mieux comprendre les défis actuels en acériculture et de valoriser les meilleures approches permettant d'améliorer les rendements et la qualité du sirop. La saison 2 du podcast La Fièvre des sucres vous est présentée grâce au groupe Canatrac qui vous invite à penser Kubota quand vous travaillez dans le bois. Sainte-Agathe, Mont-Laurier, Mirabel, Joliette, Québec, Rimouski et Bécomo. Dans ce 14e épisode, Marco Gilbert, Michael Gagné et David Bolduc rencontrent Tim Radenmacher, chercheur en acériculture et directeur du Proctor Maple Research Center de l'Université du Vermont. Tous les quatre discutent des plus récentes recherches de Tim. Vulgarisateur hors pair, Tim partage tout un ensemble de données étonnantes concernant la résilience des érables, leur croissance, leur entaillage, leur coulée et l'avènement de nouveaux ravageurs qui font réaliser toute l'importance de la recherche scientifique dans le domaine de la production du sirop d'érable. Cet épisode de La Fièvre des sucres vous est présenté grâce à la participation des entreprises Maxime Roy, qui vous offre des services d'installation d'équipements acéricoles selon les plus hauts standards de l'industrie, ainsi que Québécole et sa gamme unique d'alcool 100% en base d'érable et fait entièrement de vrais ingrédients québécois, et les entreprises forestières Serge Bureau qui offrent des services de récolte forestière, de planification et de prescription pour vos travaux d'aménagement acérico-forestier. Bonne écoute de ce 14e épisode du podcast La Fièvre des sucres. Aujourd'hui, on est content pour cette deuxième saison du podcast de te recevoir, Tim, pour discuter un peu de tes recherches, puis voir un peu ton pedigree, ta biographie. Présente-nous un peu tes recherches pour qu'on voit un peu dans quel domaine tu as travaillé. Oui, mais merci de m'accueillir. C'est le fun d'être avec vous, puis j'osais un peu d'érable. Ça fait pas si longtemps que je travaille sur l'érable. Moi, à la base, j'étais né en Allemagne. Il n'y a pas beaucoup d'érables là-bas. Certainement pas d'acériculture. Mais j'ai grandi dans des serres. On avait plein de plantes alentour de nous, puis ça m'a toujours intéressé. Je savais pas trop quoi faire avec ma vie. Je suis allé à l'université, je me suis promené un peu en Angleterre, dans d'autres endroits. J'ai fait un doctorat qui était lié aux arbres, mais vraiment plus de façon globale. On a regardé les changements climatiques, comment ça va affecter la végétation vraiment au niveau global. Et après ça, j'ai commencé à faire un postdoc aux États-Unis. Et j'ai commencé pour la première fois de m'intéresser vraiment plus au niveau granulaire, plus fin, de comment fonctionnent les arbres. Comment ça fonctionne. Parce qu'on a des super bonnes équations pour comme, calculer combien de croissance on va avoir, mais on ne comprend pas les mécanismes. On ne comprend pas le pourquoi. Et moi, ça m'intéressait vraiment. Fait que j'ai commencé à creuser ça un peu. Puis une des espèces sur lesquelles j'ai travaillé, c'était l'érable rouge. Fait que là, j'ai commencé à essayer de comprendre un peu mieux comment les réserves de sucre fonctionnent dans l'arbre, comment ça influence la croissance de bois, la phénologie, les feuilles qui sortent, tout ça, et essayer de tout mettre ça ensemble. Là, la pandémie est arrivée. Moi, j'ai une blonde québécoise et on était séparés pour 8 mois. Puis à un moment donné, c'était le temps de prendre une décision comment on va continuer ça parce que j'étais aux États-Unis dans le temps. Fait que j'ai pacté mon char. Puis je me suis présenté à la frontière pour essayer de rentrer au Canada quand c'était fermé. Ils m'ont laissé rentrer. Oh. Ouais. Nice! Et on était tout un peu surpris, mais là j'étais au Canada, puis j'étais au Canada pendant la pandémie. Au début, je travaillais encore sur mon postdoc et je analysais les données et tout ça. Et à un moment donné, j'ai réalisé pour rester ici, il faudrait que je me poigne une job. Fait que j'ai essayé de trouver quelque chose à faire avec les connaissances que j'avais. J'ai vu une annonce pour un autre postdoc qui travaillait sur l'effet des changements climatiques sur la sériculture. Puis j'étais comme, je connais ça les arbres, je connais ça les changements climatiques, on va se lancer là-dedans. Puis c'est comme ça que j'ai tombé dans l'évaporateur. Puis c'est collant, le sirop. Fait que une fois tombé là-dedans, c'est difficile de sortir. Hein? Fait que j'ai commencé avec un postdoc, j'ai fait un peu des recherches là-dessus. Après ça, j'ai commencé à travailler au centre à serre, j'ai fait quelques études plus appliquées. Récemment, on a sorti quelque chose, par exemple, pour vous donner des exemples.
c'est quoi les effets d'entailler sous le latéral. Euh, ouais, c'était vraiment intéressant de voir qu'il y a un milieu tellement dynamique et il y a tellement de monde au Québec, une industrie qui fait tellement bien, mais il y a très peu de recherche, surtout au niveau universitaire. Il y avait deux, trois profs qui faisaient un peu d'agriculture à gauche et à droite, mais quasiment comme loisir. C'était pas leur intérêt principal. Et je suis arrivé à un moment où c'était vraiment très peu développé. Et il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment, c'est bien, mais ça a permis pour moi qu'il y avait cette niche que je pouvais me spécialiser tout de suite, puis être comme, écoute, moi ça m'intéresse, je veux me lancer là-dessus. Ouais, puis c'est parti de Ouais, même, fait super. que Mais par là, rapport au changement climatique, là, moi, ça m'intrigue parce que quand j'étais jeune, on va dire, le prof d'histoire, il parle tout le temps des affaires de quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, ouais, moi, j'aimais ça parce que j'entendais avec mon père, mais c'était la semaine de relâche. C'est là que ça se passait. J'étais en congé, ça me donnait du temps. Puis là, j'avais 10-12 ans, là, puis c'était moi qui ouais, rentrais les gros chalumeaux 7-16 dans l'arbre, puis fait que c'était ça, Qui l'entaillage. ressortait quand ça Ouais, gelait. c'est ça. Mais ça, c'était durant la semaine de relâche. Mais là, moi, même si je suis dans la Beauce, ben, je me dis aujourd'hui que si je fais ça la semaine de relâche, je suis trop tard. Fait que ouais. c'est ça un peu les changements climatiques. Là. Et, tu sais, à un moment donné, faut sortir du paradigme que les sucres commencent toujours là, puis on est rendu là. Absolument. On est en train de faire une analyse en ce moment où on regarde des données de 5 États aux États-Unis, plus on a certaines données des érablières spécifiques qui datent de 150 ans. On a un monastère au Minnesota qui ont fait du sirop d'érable depuis au moins 60 ans avec les mêmes méthodes et tout ça. Ils ont marqué chaque fois quand ils ont entaillé, quand ils ont eu leur première sève, parce qu'entailler, c'est toujours un peu difficile, non? Parce que il y a beaucoup de décisions qui vont dans le processus de quand je vais entailler. C'est aussi une question de grandeur de l'entreprise. C'est aussi une question de est-ce que j'ai de la tubulure, du haut de vacuum, je peux me permettre peut-être d'entailler plus tôt. Fait que la décision de quand tu entailles, c'est pas seulement la biologie de l'arbre puis les effets climatiques. Mais la première sève, une fois entaillée, ça c'est une question de quand tu as la météo pour. La nature. Et en analysant ces données, et on travaille là-dessus, j'espère de le publier plus tard cette année, mais on voit clairement une tendance. Une tendance que le début de la saison, c'est de plus en plus tôt, le fin de la saison, c'est de plus en plus tôt. Heureusement, les deux se suivent à peu près. Donc, Fait ça que, dure le même nombre de jours. Ouais. oui, dans la plupart des cas, la durée de la saison est assez stable pour le moment, mais tous ces États pour lesquels j'ai des bonnes données, c'est le nord des États-Unis. J'ai aussi maintenant quelques données pour l'Ontario, puis je travaille encore sur des données au Québec. Mais qu'est-ce qui se passe en Kentucky, en Virginie de l'Ouest? Parce que eux, à un moment donné, tu peux pas aller plus tôt. Ils entaillent déjà en novembre. Ouais, il est toujours Fait maximum, là, c'est ça. c'est ça. Et c'est ça un peu le futur. Comme pour nous, moi, je suis convaincu qu'on va faire du sirop au Québec pour notre génération, pour la génération de nos enfants, nos petits-enfants. Mais qu'est-ce qui arrive la génération après nos petits-enfants? Ça dépend de qu'est-ce qu'on fait maintenant. C'est quoi les décisions qu'on prend comme société? C'est quoi qu'on fait? Parce que ces changements, ils sont en cours. Ils se passent, puis c'est une question où est-ce qu'on va arrêter avec tout ça? Et ça, c'est dans le futur. Ouais. Ouais. Mais au niveau du déplacement de la saison, ça ne veut pas nécessairement dire que les rendements baissent, par contre. Fait que Non. comme c'est là, en tout cas, je pense Ouais. qu'on peut. Non, pas nécessairement. Puis il y a une énorme variabilité aussi d'année en année. Ces tendances, c'est vraiment important. Puis c'est étrange parce que tout le monde le sait, un peu anecdotique. Tout le monde a des histoires que moi, j'entaillais à la semaine de relâche, c'est plus possible. Oui. Mais on n'a jamais quantifié ça parce qu'il faut quand même des longues séries de données. Parce que si tu en as que 5-6 ans ou même 20 ans, ça varie tellement d'année en année. Il y a des années tôt, il y a des années tard, il y a des années qui sont pourries et des années qui sont très bons parce qu'on est tellement dépendant pas du climat, mais de la météo. La sériculture, en science, on fait la distinction de climat, c'est la moyenne long terme sur 30 ans. La météo, c'est ce qui se passe de jour en jour. Ouais. Et les deux, on est dépendant des deux. Et on a tendance à oublier. La météo, c'est vraiment crucial. Les cycles de gel-dégel, c'est ça qui fait les coulées. Mais le climat aussi affecte nos arbres à long terme. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie plus. C'est comme on a une tendance d'oublier que l'acériculture, ça se passe pas seulement dans la saison des sucres,
la forêt est là à l'année longue. Hein. Il faut s'en occuper à l'année longue. Ouais. On parle de climat. Tu sais, par le passé, il y en a eu des redoux des janvier, février. Tu sais, moi, ma mère m'a déjà raconté que mon grand-père il avait labouré en février. Là, ça veut dire que c'était pas rien qu'une journée ou deux de redoux. Là, Ouais. fait que, tu sais, historiquement, moi, chez nous, les sucres, là, c'est 20-22 mars ou 20-22 avril. Mais par le passé, on n'en faisait pas beaucoup en février, puis début février, mi-février. Là, à cette heure, on ramasse tout. Par le passé, est-ce que ces redoux-là il était pas pris parce que justement le monde était à la chaudière puis il pouvait pas se permettre d'entailler pour pas justement que l'entaille commence à cicatriser trop tôt. Là, vu qu'on est au vacuum, ben, on se permet d'entailler des grosses entreprises comme Mike, ça commence en décembre. Moi, j'ai une petite entreprise, mais par les fins de semaine, je fais ça juste par les fins de semaine parce que je travaille temps plein. Fait que, puis je veux pas perdre les premiers coulées, je me dis que c'est ma pratique générale. Fait que j'entaille, je gère le vacuum, puis j'entaille à partir de début janvier. Mais oui, on a vraiment des changements climatiques, ça, on peut pas le nier, mais est-ce que ça change? Moi, tu sais, on le voit, mettons, dans le sud des États-Unis, dans le nord des États-Unis, ben là, la coche, elle va se faire sentir. Mais plus on s'en va vers l'est du Québec, est-ce qu'on voit des saisons plus grosses puis plus fortes ou des érables qui vont avoir plus de croissance parce que là, le climat s'améliore là? Ou... C'est une bonne question, puis c'est vraiment pas évident, puis il manque encore de recherche. On disait au début, ça fait pas si longtemps qu'on fait de la recherche, surtout fondamentale. Il y a toujours eu un peu de recherche en acériculture, mais surtout à des grandes échelles. Souvent, c'était des recherches sur quelques arbres pour comprendre un peu la variation des taux de sucre. Mais pour comprendre les changements climatiques, il faut que j'étudie les érables de Gaspésie jusqu'à Kentucky, des maritimes jusqu'au Minnesota. Et ça, on n'en a pas fait dans le passé beaucoup. Ce que moi, j'ai commencé à assembler une base de données avec les données de croissance parce que je m'intéressais justement, est-ce que la croissance est vraiment dépendante du climat? Parce qu'on sait que les érables sont très résilients comme espèce d'arbre généralement, mais ils ont quand même des bonnes années et des mauvaises années. Et j'ai assemblé 600 000 cernes de croissance pour les érables à travers la distribution pour l'érable à sucre. Et une chose qui est vraiment marquante, c'est qu'il n'y a pas des grosses variabilités de croissance. C'est pas le stéréotype qu'on voit que c'est au milieu de leur distribution qu'ils poussent mieux. Étrangement, l'érable fait bien un peu partout, sauf qu'à la toute petite marge. Mais là, on parle des derniers kilomètres, genre à Chicoutimi. Là, il commence à... Vraiment Mais- limitrophe. Ouais, c'est vraiment petit. Mais en général, l'arbre la cerne la plus grande que j'ai trouvée, dans les 600 000 cernes, elle vient du Québec. Ah ouais. Fait que l'année... Non, j'aurais pensé parce que, tu sais, au Vermont, Et la les- moyenne... puis ils ont des super gros rendements depuis longtemps, eux autres. Là. Et la moyenne est légèrement plus haute au Vermont, mais la différence est vraiment relativement petite. Les rendements, c'est pas nécessairement... Une autre chose qui est intéressante et qu'on commence à creuser, c'est est-ce qu'il y a une relation entre la croissance puis le rendement? Parce qu'intuitivement, on se dirait, en arbre en forme, il va croître plus puis il va avoir un plus gros rendement. Mais la relation n'est pas très forte. Il y a déjà une étude qui a regardé ça, qui a trouvé une faible relation, puis là, on commence à creuser ça un peu plus, puis à date, les relations sont vraiment pas très fortes. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas une relation, parce que la croissance, c'est quelque chose que l'arbre, c'est pas une priorité pour l'arbre. Une priorité, c'est survivre. Une fois que tu es survivre, ça prend de l'énergie. Surtout les hivers ici. Après ça, il y a d'autres priorités comme la reproduction et d'autres choses. Et la croissance, c'est pas mal la dernière priorité souvent. Fait que la croissance, l'arbre fait ça quand il y a du surplus d'énergie. Mais les érables sont généralement assez résilients pour qu'ils s'adaptent généralement bien. C'est pour ça que moi, je pense pas que on va voir des gros changements de croissance nécessairement. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est les perturbations, les gros événements désastreux, parce que ça peut venir de plus en plus. Puis on le voit, je pense qu'en ce moment, il y a une épidémie de la livrée qui se passait.
Et oui, la livrée, c'est un insecte naturel qui fait partie de l'écosystème, mais des éclosions, on pourrait en avoir de plus en plus, puis on pourrait avoir des nouvelles choses. Comme là, au Vermont, on a découvert un nouveau truc, des petits trous dans les chalumeaux et dans les lignes, qui sont mais faites par un petit coléoptère, un petit bébête. Et c'est pas très répandu à date, mais on essaye de commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe parce que c'est quelque chose, on n'est pas encore tout à fait sûr c'est quoi l'espèce, mais l'espèce qu'on soupçonne, elle devrait pas être au Vermont. Ah! Donc là, on se pose des questions et ça, c'est des choses que si jamais ça s'avère que c'est cette espèce-là, est-ce qu'elle va avancer encore plus? Est-ce qu'elle va se rendre ici éventuellement? Est-ce que ça va devenir problématique? Je sais pas, mais il y a des risques. Il y a des risques, c'est certaines choses qu'on sait, il va y avoir plus de gros événements de précipitation, ça peut être problématique, ça peut déraciner en arbre. Il va y avoir des événements, des gros tempêtes comme plus intenses. Ça peut casser des branches. Du verglas, on a tout vu, comme on a tout en mémoire d'un événement de verglas, puis c'est épeurant d'aller marcher dans une érablière après un gros verglas. Il reste un tronc et quelques branches, là, des fois. Tu là. penses que c'est mort, Ouais. mais étrangement, souvent ils sont pas morts. C'est une autre preuve de la résilience. Souvent, ils vont continuer. C'est étonnant à quel point. Mais il doit y avoir une corrélation aussi entre l'arbre. Tu dis, bon, ben, l'arbre, il va faire ses graines, là, il guérit ses blessures, mais c'est sûr, dans le temps il fait ça, les années suivantes, c'est rare, tu as des gros rendements parce qu'il se concentre là-dessus, puis la sève, elle va à guérir ça. Là. Les années qui ont suivi, tu parlais de la livrée, pendant plusieurs années, nous autres, on a eu l'arpenteuse de brousse, puis tu arrivais en plein milieu de l'été, puis il n'y avait pas de feuilles. Là. Là, Ouais. il se refaisait un deuxième set de feuilles, puis le deuxième set de feuilles, il se refaisait manger. Et ça a été 2, 3, 4 ans, c'était pas des gros rendements. là. Ben, toi, chez vous, excuse, vas-y. oui, chez vous, il y en a mort une génération. Là. Ouais, Tu sais, ouais. on est devenu, pour connaître ton peuplement, t'as bien de la grosse arabe, puis il te manque une génération de Il en manque, Si là. c'est mort. Ouais. Il en manque, là. Ouais, l'arpenteuse de Bruce, Ouais. Ça a il a fait la peau. Hein. Et c'est ça, mais le déclin avec les Arabes, et ça c'est une bonne nouvelle, mais en même temps c'est inquiétant un peu, Oui. parce que la bonne nouvelle c'est que l'érable est tellement résilient. Comme ils peuvent se faire défolier 2 fois par année, puis les arbres sont encore Oui, là. oui. Oui, ils sont affaiblis, mais ils sont encore là. La mauvaise nouvelle, c'est que l'érable est tellement résilient que tu vois pas nécessairement facilement les signes de déclin. Et on n'est pas encore au stade qu'on peut dire cet érable comme il va mal. Visuellement, c'est pas facile à dire. Comme petite anecdote, j'ai travaillé à Harvard Forest, puis on faisait des carottes d'arbres pour voir la croissance des érables. Puis on trouvait des érables que, quand on fait ça, on fait quelque chose qui s'appelle la interdatation, où tu prends 2 carottes d'arbres et tu essaies d'aligner le pattern pour t'assurer que ça c'est les bonnes années. Tu alignes les bonnes années avec les bonnes années parce qu'il y a comme une grosse année de croissance puis après ça 2 petits. Et on essayait de faire ça puis il y avait quelques arbres il manquait des arbres. Puis on est comme, mais il y a quelque chose qui va pas ici. On est fou ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il manquait des arbres. Fait qu'on est retourné l'année prochaine puis il manquait encore des arbres. Et après 3 ans, on s'est rendu compte que les rames n'avaient pas mis des nouveaux arbres. Nous, on commençait à les appeler les zombie maples OK. parce qu'ils sont tellement résilients. Et tu regardais l'arbre, c'était un beau arbre, il n'y avait pas de signe comme clair, mais ils sont tellement résilients qu'il y avait un déclin. Ils ne mettaient même pas de cerne du tout et il allait bien visuellement. Et ça, c'est un problème parce que ça veut dire que des fois, notre forêt pourrait être en déclin, mais on le voit pas nécessairement. Fait qu'il faut vraiment continuer les recherches sur la santé des érables. Puis une des choses, je l'avais pas dit tantôt, mais maintenant je suis rendu aux États-Unis, je suis directeur du Proctor Maple Research Center. Et une des études qu'on a là-bas, c'est une étude long terme, où depuis 10 ans, on suit des érables. Et 10 ans en termes d'études, c'est énorme. Mais 10 ans dans la vie d'un érable, c'est rien. C'est rien. Ouais. Et il y a 10 ans, ils ont choisi 30 arbres, 90 arbres en fait, mais ils ont réparti dans 3 groupes de 30. 30, ils n'ont jamais entaillé. 30, ils ont entaillé à la chaudière, à la gravité, et 30 avec un haut vacuum. Puis on les suit depuis 10 ans maintenant, pour voir si le fait qu'on enlève du sucre chaque année après année,
comment est-ce que ça... Pas nécessairement est-ce que ça cause un déclin, c'était pas ça la question. La question, c'est comment est-ce que ça change le métabolisme de l'arbre? Comment ça change les réserves, les dynamiques? Et à date, après 10 ans, il y a quasiment pas de différence entre les trois groupes. Ça, c'est encourageant, parce que Mais je ça suis un veut peu dire que... surpris. Parce que des fois, t'as un érable qui est prêt sur le bord d'être entaillé, t'en as un autre pas loin. Puis là, finalement, ben, l'autre est prêt à entailler, tu l'entends. Puis là, ben, au bout de. Quand tu rechanges ta tublure 10-15 ans après, ben, celle-là est plus grosse qu'elle. Puis Oui. elle. Fait que c'est un peu surprenant. Fait que Mais- c'est peut-être pas juste l'entaillage. Ouais, Ça Non, peut être la génétique. So, il y a 2 ans, moi, j'ai introduit une 4e groupe dans le traitement. C'est des arbres qu'on entaille, mais on plug le chalumeau. Comme ça, on peut différencier entre est-ce que c'est la blessure ou est-ce que c'est le fait que j'enlève des sucres qui affectent l'arbre. OK. L'autre chose que tu dis, c'est... Et ça, c'est quelque chose de très, très vrai, en fait. Nous, toutes nos arbres étaient déjà d'une certaine grandeur quand on a commencé. Fait que nous, on regardait c'est quoi l'impact sur des arbres matures. Mais une des choses avec les études qui sortent récemment, c'est que les petites érables sont affectées beaucoup plus. Et de ma connaissance théorique, ça a de l'allure parce qu'il y a un gros changement qui se fait dans petit arbre qui est très limité par ses réserves. Les réserves que nous, on utilise pour faire du sucre, c'est vraiment une réserve d'énergie que les petites érables, parce qu'ils sont souvent pas dans la canopée, ils n'ont pas beaucoup de photosynthèse, fait que ils ont besoin de ces réserves-là. Mais les gros érables, ils ont masse de réserves. Eux, ils ont plein. S'ils ont besoin de plus de sucre, bon, mais ils vont faire un peu plus de photosynthèse. C'est pas ça qui leur limite. Fait que les deux sont très différents. Fait que la décision de quand je commence à entailler est super importante. Parce que si tu commences trop tôt, ça peut avoir des conséquences négatives. Ça pourrait-tu vouloir dire que, par exemple, on se fie pas seulement au diamètre de l'arbre pour entailler? Il faudrait regarder en haut aussi, avec si l'arbre a accès au soleil. Moi, j'ai de l'espoir qu'éventuellement, on va bouger vers une acériculture de agriculture de précision. Parce qu'en ce moment, on traite tous les arbres, c'est une entaille. Puis, c'est quoi vos rendements? Vous allez me dire, c'est tel livre à l'entaille. Parce qu'on se mesure par entaille. Pourtant, il y a une énorme variabilité. J'ai des érables qu'on teste individuellement qui ont des briques de 11, puis d'autres de 0,5. On a des érables qui donnent énormément de sève, puis d'autres. Et vos ancêtres, sûrement, ils connaissaient ça parce qu'à la chaudière, tu le voyais. Oui. Tu connaissais ton érable Tu goûtais. champion. Oui. Tu goûtais. Tu savais, c'est lui le champion dans la forêt. Plus Et que- des fois, lui, tu savais, ça vaut même pas la peine de mettre une chaudière. Mais avec la tubulure, on pense que c'est une entaille, ça va me donner 6 livres parce que j'ai des bons rendements. Puis on a une tendance d'oublier ça, mais j'ai de l'espoir qu'avec les connaissances qui vont avancer, on va retourner à quelque chose de plus de précision, où on va avoir des indicateurs qui vont nous dire, lui, ça vaut la peine, je suis pas en train de gaspiller mon argent pour les équipements, pour le temps de mon personnel et pour potentiellement créer des fuites dans le système. Parce qu'il va même pas servir. Mais dans ce sens-là, par contre, l'amener de la tubulure a changé la coulée. Tu sais, on avait l'érable rouge qui coulait pas. Nous, Laurierville, les gars, ils faisaient du sirop à chaudière, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, ils sont capables de suivre nos rendements du 5 livres, du 6 livres. Ouais. Avec juste l'érable rouge, ça se fait. Mais ça, c'est plus l'avenue du vacuum. Fait que oui, la précision, je le comprends, mais il va falloir avoir des paramètres plus qu'une chaudière. Tu sais, parce que Non. la chaudière va mentir du au vacuum. Là, Et tu as absolument raison, et c'est pour ça que c'est vraiment important qu'on fait des études dans un contexte réaliste. Ça sert à rien de faire des études sur des petites chaudières. Combien d'acériculteurs commerciaux au Québec utilisent des chaudières? Et la dynamique est différente. C'est ça. Et ça change comment tu entailles, ça change quand tu entailles, ça change comme la coulée, la dynamique de la coulée. Tu as des coulées plus longues, ça change tellement de choses. Donc, il faut étudier ça dans un contexte propice. Nous, à Proctor, on a une érablière de 7000 entailles. Et on a plusieurs secteurs qui sont équipés de façon différente. On a un secteur avec 30 relâcheurs et on mesure les 30 individuellement pour pouvoir avoir une réplication de différents secteurs. On a aussi 300 arbres où on fait des mesures individuelles, mais à haute vacuum. Et ça, c'est toutes des choses qu'on ne peut pas se permettre de... Comme la science a besoin d'évoluer. Puis on a parlé au tout début, il y a beaucoup de mouvements en ce moment, mais il y a malheureusement au Québec en ce moment, il n'y a que le Centre Assar qui a une érablière de recherche. Et il y a très peu de projets qui se passent là en ce moment. Et il n'y a aucune université qui a une érablière de recherche. Et il faut ces infrastructures ou au moins se mettre en collaboration avec
des acériculteurs parce qu'il faut qu'on produise notre science pas dans un tour d'ivoire, mais dans un contexte réaliste parce qu'il change la façon comment on fait les choses. Et heureusement, il y a du mouvement. Il y a une chaire de recherche qui a été financée à ULaval qui va au moins commencer tout ce processus. Moi, je pense que c'est un bon début. J'espère que c'est pas la fin parce que pour un écosystème scientifique en santé, il faut avoir plusieurs joueurs. Ça sert à rien qu'on a que un centre parce que comment on se fait critiquer? C'est pas parce qu'on est scientifique qu'on fait nécessairement toujours du bon travail. J'ai vu des articles sur l'érable que scientifiques qui valent pas grand-chose. Fait qu'il faut, pour un écosystème en santé, il faut des groupes qui peuvent se critiquer, qui peuvent s'analyser, qui peuvent aussi revoir nos travaux. C'est vraiment important. Puis, La révision par les pairs, il faut qu'elle se fasse d'un autre site, idéalement, Ouais. d'un autre. Ouais, comme, quelqu'un d'indépendant. Toi, UVM pourrait être par Laval, puis vice-versa. C'est ce que je Exact. Et tu veux idéalement avoir des gens qui tu collabores pas avec parce que tu veux pas avoir un conflit d'intérêt. Tu veux pas être pris dans la situation où tu es comme ah, je veux pas te dire que ça c'est pas très bon parce que demain j'ai besoin de ton aide pour l'autre projet. Et ça c'est quelque chose, si tu en as que 2 scientifiques qui travaillent là-dessus, c'est quasiment impossible. Là, tu te ramasses à avoir des réviseurs qui ont aucune idée de la thématique, qui connaissent pas ça, les rames, et ils font pas un bon job. Et c'est pas méchant. C'est seulement qu'ils n'ont pas les skills nécessaires. Fait qu'il faut entraîner du talent scientifique qui comprend les rames. Il faut avoir des universités qui forment des gens qui sont capables de pousser ces connaissances. Puis, il y a beaucoup de mouvements en ce moment. Il y a beaucoup de joueurs, l'UQO, l'Université du Québec à Chicoutimi, ULaval, l'Université Sherbrooke, il y a la chaire de recherche industrielle. Il y a du mouvement au Québec, mais c'est tout relativement récent, puis on a vraiment du chemin à faire. On est loin d'avoir assez de gens qui peuvent faire ce travail pour avoir un écosystème en santé. Puis en même temps, quand on fait de la recherche comme ça, j'imagine qu'on essaie aussi de diversifier les sites où on va prélever des données parce que ça a un impact, parce que la distribution est quand même assez large. Donc de se limiter, par exemple, on prend l'Université Laval là, avec son nouveau projet là, qui vient tout juste d'être annoncé de recherche. Mais s'ils utilisent, par exemple, je sais pas, Mike, tu sais peut-être plus que moi, si dans Forêt-Morancy, il y en a. non, c'est Forêt-Morancy, c'est Saint-Augustin. Saint-Augustin. Ouais. Saint-Augustin. Puis À Saint-Augustin que la hier, j'ai parlé un peu, moi, on a eu une annonce là, à la réunion qu'on a eue, puis ils sont en recherche de sites, de ce que j'ai compris. Mais là, ils vont vouloir prioriser certains sites, j'imagine, là, mais tu sais, ils sont comme ouverts à chercher ailleurs, parce que si t'as juste un site, c'est sûr que tu fais le tour vite. Là. C'est ça, puis en même temps, les données que tu vas récolter sur cet emplacement-là vont être spécifiques à ce. Mais si tu veux essayer d'avoir des généralités qui vont être applicables ailleurs, ben, il faut peut-être une variété de. C'est juste la variante rive-nord, rive-sud du fleuve, t'as pas le même sol. Fait juste là, si tu pars avec on fait ça, si c'est au niveau des amendements du sol, oui, on fait des amendements, mais si t'as pas la même chose de l'autre côté, ben, tu pars avec un billet là, assez raide, mais c'est à voir, là, je pense que tout est à être annoncé sur cette Mais chose-là. c'est pour ça qu'on en a besoin, parce qu'il y a une telle variabilité, les méthodes de production, les érables, la génétique, les sols, l'écosystème, la pente, comme il y a tellement de facteurs, puis après ça, le climat. Quand je suis en Virginie de l'Ouest, c'est pas la même chose que quand je suis en Gaspésie. Hein. Fait que pour bien faire ces trucs, il faut répliquer des trucs, des essais à travers ce paysage. Puis si tu essayes de faire tout ça tout seul, ça coûte très très cher. Fait que d'avoir des centres de recherche avec lesquels tu peux collaborer, comme il y a Cornell à New York, il y a l'Université du Maine au Maine, il y a ULaval qui va avoir un site ici, puis de travailler ensemble, de créer des projets fédérateurs où on peut faire des choses, on peut à travers la distribution, c'est ça qui va nous aider à avancer plus rapidement. Parce que c'est ça aussi qui est fou. Les acériculteurs sont tellement bons à faire des tests chez eux. Malheureusement, ça traduit rarement à quelque chose qui marche chez le voisin. Hein? Parce que c'est tellement spécifique. Et c'est pas une critique du tout. En fait, je pense que la plupart des gens font des très bons tests. Mais de trouver l'universalité, parce qu'il y a tellement de leviers là-dedans dans l'acériculture que c'est difficile. C'est dur de trouver quelque chose. Tu sais, souvent, ça va être du monde qui connaissent bien la pratique, puis ils exercent depuis des années, mais ils n'ont pas les principes fondamentaux de comment, mettons, le fonctionnement de l'érable, le ci, le ça. Fait qu'ils font des essais, puis là, ça marche, comme tu dis, ça marche chez eux, puis là,
il y a comme une recette, mais c'est dur à expliquer, cette recette-là. Mais tu sais, Puis, le fondamental qu'on a comme forestier, on est parti sur des prémices, pas des certitudes. ouais, Et moi, je vais aménager chez vous, je vais faire quelque chose, on passe, c'est une prémisse. Là. exact. Puis c'est comme il disait, tu sais, il disait, bon, mais la croissance, ça n'a peut-être pas rapport tant que ça avec la couleur. Ben pour moi, c'était une certitude. Ben, moi Ça a aussi. toujours été ça. Moi parce aussi, que c'est Mais c'est- il y a une relation. C'est ça elle est pas très très forte. C'est ça. Mais il y a une relation. Puis c'est quelque chose que c'est super intéressant parce que ça a des répercussions sur l'aménagement de la forêt. Hein? Oui. Parce que généralement, on veut dégager des érables Oui, pour. c'est ça. Mais il faut pas oublier que même s'il n'y a pas un rapport très fort avec la coulée, la croissance est quand même essentielle pour la durabilité de l'acériculture parce que on a besoin de bois sain. Parce que on a besoin d'avoir assez de bois sain. Fait que peu importe comme la croissance et dégager les arbres puis les aménagements forestiers sont encore importants même si la relation avec la coulée est pas très très forte. Elle existe, elle est sûrement pas très forte. Mais la croissance est primordiale pour une durabilité de notre ressource parce que si on entaille, on crée une blessure. Puis il faut avoir une croissance assez Pour soutenir, fulgurante. mettons comme le patron d'entaillage qu'on Exact. fait. Exact. Fait que, tu sais, à Ouais. un moment donné, il faut que ton érable pousse. Mais Tu sais, moi, je suis curieux. Oh, Ah, David. excuse, tantôt, on a glissé, puis je ne sais pas si tu as l'info, mais tu sais, on parlait de la croissance qui affecte, l'entourage qui affecte plus la croissance des jeunes érables, mettons, des plus Mhm. petites. Par le passé, on commençait à 8 pouces parce que c'était le fond de la grosseur d'une chaudière. C'était comme, je pense que ça vient de là. Puis là, ben, le Vermont avait des normes, avait commencé à 10 pouces. On y voit aussi, dans tes recherches, est-ce que tu as abordé ça à partir de quelle grosseur qu'on devrait commencer sans, ou vous n'êtes pas rendu là dans vos recherches? On n'est pas rendu Ok. là, mais on a fait plusieurs observations qui semblent indiquer que c'est une tendance générale. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas seulement la croissance, aussi on a fait une étude avec l'Université du Québec en Outaouais où on a asséché certains des érables. Et il semble que les érables plus petites sont plus affectées par ça. Et encore, on travaille encore sur les données, fait que... Il n'y a rien, mettons, sur dire, bon, ben, à tel diamètre, une érable en santé normale, Mais on devrait commencer à... on ne connaît pas encore le connaît seuil. pas. Ok. On a fait des comparaisons comme mature, jeune. Ouais. Mais on ne sait pas où exactement cette ligne commence à casser. Et ça, c'est quelque chose. C'est pour ça aussi que moi, pour en environnement de recherche en santé, on a une discussion avec des acériculteurs. Parce que il y a tellement de sujets. Je pourrais. Tu me donnes. Tu me donnes. Question. Non, mais, mais tu me donnes l'argent, je peux équiper, je peux engager des vingtaines d'étudiants puis les occuper pour le restant de leur vie, mais lesquels sont essentiels pour la sériculture. Ça, c'est quelque chose que il faut avoir un dialogue avec l'industrie parce que des fois, les acériculteurs veulent savoir certaines choses et des fois, ils oublient aussi certaines choses parce que c'est pas dans sur leur horizon, dans leurs érablières. Comme les changements climatiques, c'est difficile à comprendre quand tu es dans ton érablière. Fait qu'il faut un peu des deux. Il faut le dialogue en quelqu'un qui a une vision un peu plus large mais qui est pas complètement détaché de la réalité. Mais il faut aussi la réalité puis l'amener là-dedans et avoir cette discussion pour voir c'est quoi les projets que... Et au Québec, comme je pense qu'une des institutions qui fonctionne vraiment bien, qui est vraiment bon, c'est le créneau acéricole. Parce qu'il essaye de mettre un peu l'industrie puis la recherche ensemble. Et pour on développe des projets qui ont de l'allure. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Et je pense que il y a encore beaucoup d'améliorations à faire. De créer les conduites et aussi les conduites pour c'est quoi les formations qu'on veut en acériculture. Parce qu'il y a clairement toutes ces... On a déjà beaucoup de connaissances. Ils sont pas toutes connues à l'échelle large. On pourrait faire une meilleure job de transfert. Mais aussi les nouvelles connaissances, comment est-ce qu'on les transfère. Puis il y a des bonnes institutions comme on a parlé un matin des journées du MAPAC, journées acéricoles, mais est-ce qu'il y a d'autres façons comment on pourrait faire pour s'assurer qu'il y a une formation continue ou une formation point? Où est-ce qu'on va aujourd'hui, à part dans le cégep, pour recevoir une formation en acériculture? Même à ça, moi, j'ai une formation au cégep Sainte-Foy, technicien forestier. On a parlé peut-être 15 minutes
voire 1 heure, disons 1 heure d'acériculture. Les... On apprend les bases de ménagement forestier, mais c'est jamais appliqué à la sériculture. Ouais. La formation d'ingénieur forestier, si je me trompe pas, pour avoir beaucoup d'ingénieurs dans mon coin, puis que je connais, c'est 40 heures, puis c'est un cours option. Tu arrives avec des ingénieurs forestiers qui n'ont pas nécessairement la formation, des techniciens forestiers qui, s'ils n'ont pas voulu pousser en acériculture, ils n'ont pas plus de connaissances. On connaît l'aménagement, mais est-ce que cet aménagement est spécifique à faire de la sériculture? Mais bon, c'est non, puis ça devrait, moi, dans le ça devrait découler là. Puis une des plus belles formations qu'il y a pour un acériculteur, c'est le DEP en acériculture. On va vraiment dans le concret et dans le technique, parce que c'est là qu'on peut se permettre de leur pousser le plus de connaissances. Mais ça, c'est ma vision. Mais je suis d'accord, puis c'est une autre raison pourquoi les universités ont besoin d'une érablière de recherche et formation, parce que l'Université de Laval, à la forêt Montmorency, tu peux pas apprendre la foresterie sans aller dans la forêt. Tu peux pas apprendre l'acériculture sans aller dans une érablière. Mais pour bien le faire, tu as besoin d'installation, tu as besoin d'y aller, puis on a besoin de créer ces formations. Parce que même aujourd'hui, tu veux devenir ingénieur forestier au Québec, même si tu t'intéresses beaucoup à l'acériculture, l'offre de cours est encore très limitée. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on l'améliore, je pense. Et il y a clairement des gens, il y a clairement des choses qui bougent. Il y a clairement des avancées dans la bonne direction. Il faut seulement s'assurer qu'on continue à marcher dans la bonne direction. Parce qu'on le voit, les ingénieurs forestiers au Québec qui spécialisaient en acériculture, là, je peux les compter sur mes 2 mains. Là. Oui. Tu sais, t'as Philippe Leduc, t'as Patrice Bertrand, c'est ceux des clubs. Qui font un là, super je les bon nommerai job. pas toutes, mais on finit Ouais. qu'on les connaît toutes, puis mais c'est par intérêt personnel qu'ils se sont spécialisés. Alors que le cours les a pas nécessairement envoyés là. Ils ont une bonne base, Oui. mais c'est ça. Et c'est ça tous des va gens, t'apporter c'est tous des ça gens découle à eux, là. que tu as mentionné qui poussent les connaissances aussi. Ah oui. C'est des tripeux, c'est des gens qui poussent là-dedans, qui sont vraiment forts et je travaille avec eux. Mais c'est ça qu'il faut et il faut faciliter ce travail. Pourquoi est-ce que ça prend quelqu'un d'énormément motivé qui est prêt à mettre ses ressources personnelles sur la ligne pour se créer une petite érablière expérimentale en Estrie? Pourquoi il n'y a pas quelque chose de plus systématique où on utilise certaines moyennes pour créer des structures pour faciliter ça, pour la formation continue? Je pense qu'il y a vraiment de quoi à faire pour rendre ça plus accessible pour les acériculteurs en général. Puis ce qui est limitatif au niveau de la recherche, ça doit être la même chose que dans les entreprises, c'est le financement. Oui et non. C'est sûr que le financement peut être problématique. En ce moment, je suis aux États-Unis. On s'entend que... C'est moins problématique. Ouais. Oh non! Ah non? C'est... Je sais pas. J'aimerais mieux être au Québec. Non, mais écoute, l'administration actuelle, la recherche est pas leur priorité. Ah, oui. Pourtant, l'agriculture, écoute, il y a bien des coupures qui se font, c'est pas évident. En général, le financement, la recherche, ça coûte cher. Parce que si tu veux bien faire quelque chose, ça prend des installations, ça prend aussi des salaires pour des gens. Tu peux sauver beaucoup d'argent si tu impliques des étudiants. Et en même temps, ça fait une formation, fait que c'est gagnant-gagnant. Le problème avec ça, et ça c'est un autre problème, fait que le financement, oui, c'est un problème, mais si tu as des bons projets, généralement, c'est possible de trouver du financement. L'autre problème, c'est le recrutement des étudiants. Les étudiants gradués, certaines universités au Québec, c'est quasiment, tu vois pas de Québécois, parce que ça amène pas nécessairement à une carrière comme... Disons que tu fais un doctorat en acériculture et tu veux devenir prof à l'université, il n'y a même pas un poste de prof. Et s'il y a un poste de prof, il y a besoin d'un doctorat pour le remplacer dans 20 ans. C'est ça. Fait que c'est quoi la carrière? Fait que tu ferais ça purement pour la curiosité intellectuelle, puis c'est un sacrifice énorme pour la curiosité intellectuelle. Fait qu'il faut aussi revoir tout ça, puis voir comment est-ce qu'on peut faire une formation continue, peut-être des maîtrises, des choses plus appliquées, pour mieux l'intégrer dans l'écosystème. Parce que, hey, j'aimerais ça former plein... J'ai tellement d'idées pour des projets de doctorat, mais je me sentirais aussi mal parce que ces gens-là, je veux avoir une discussion dès le début. C'est quoi ton but dans ta carrière? Parce que si tu veux remplacer moi, ben, Oui, c'est ça encore va. jeune. Ouais, T'es pas prêt à faire un bout. Pas encore prêt tout à fait. T'es pas dans les erreurs de mature, t'es encore Ouais, dans c'est les ça. jeunes, là. T'es en croissance. J'aimerais ça Nous couler autres, on en... commence à être dans le mature. là. Non, mais j'aimerais ça couler quelques décennies. On verra. Mais le fait que l'industrie acéricole se développe quand même rapidement, ça devrait aider normalement. Il y a des opportunités et
quand tu as une curiosité intellectuelle, tu n'as pas besoin de rester dans l'académie, dans les sciences, dans l'université. Tu peux commencer une entreprise. Et il y a tellement de choses. Le domaine agricole, c'est très dynamique en ce moment. Il y a beaucoup de jeunes pousses, beaucoup de startups, des petites compagnies. Mais ces gens-là ont aussi besoin du personnel. Puis idéalement, du personnel qui comprend un peu la matière. Fait que comment est-ce qu'on peut combiner ça pour aider avec ce processus, pour encore avantager ce développement qui existe Comme déjà? l'université, il y a souvent des programmes en plein de. Mais tu sais, l'université du troisième âge. À Laval, il y a ça. Là, tu peux t'inscrire à ta retraite Ouais. comme auditeur libre. Mais tu sais, j'imaginerais, par exemple, des producteurs qui pourraient s'inscrire dans un programme. Tu sais, parce que moi, ce que j'ai appris de la foresterie, c'est ce que mon père m'a transmis, puis ce que lui, son père, y avait dit avant. Fait que c'est basé beaucoup là-dessus. Personnellement, moi, je vais faire des lectures, puis je vais essayer de me documenter, mais tu sais, je serais intéressé à en suivre davantage. Mais moi, je n'en ferais pas nécessairement une carrière pour enseigner à l'université si je veux. Mais pour moi, personnellement, pour ma culture personnelle, mon intérêt personnel, tu sais, je serais intéressé à suivre des cours là-dessus, mais tu sais, c'est assez limité. Aller faire le DEP, Mike, tu connais peut-être plus que moi, le DEP, à part le côté mécanique d'installation, tout ça, le côté foresterie, es-tu abordé un peu? Eh bien, sincèrement, moi, quand le DAP, je l'ai pas terminé. Parce que j'étais allé chercher ce que je voulais comme formation. Ouais, c'est ça. Puis justement, le bout de foresterie, je l'ai pas refait. Tu le J'y ai pas touché, connaissais. je le Ouais. connaissais Ah, de par oui, mon parce que cours tu- technique. Ça ouais, fait ouais, que Mais il y a un j'étais allé côté- puiser, un peu comme tu veux, comme tu parles de faire à l'université, j'étais allé puiser les cours que j'avais besoin, plus au niveau tubulure, osmose, ces choses-là. Puis oui, c'était très concret. Puis après ça, ben, il y a les clubs d'encadrement technique. Ouais. Tu sais, ça peut découler d'un club. Là. Ouais, ça Il peut y, être il y a ça. quand même des ressources exceptionnelles au Québec et je pense que, parce que, soyons honnêtes, le Québec c'est exceptionnel de culture, mais c'est pas le paysage puis les érables qui font l'industrie. Hein. On n'a pas des érables exceptionnels, c'est la culture alentour. Et c'est la même chose au Vermont. Entière du sirop des États-Unis est faite dans 2 counties au Vermont. OK. Et c'est parce qu'il y a une certaine culture alentour de là. La moitié du sirop des États-Unis est faite au Vermont, c'est un des plus petits États. Fait que c'est la culture qui fait de l'industrie. On le voit des deux côtés de la frontière. Les Ontariens, ils ont plein d'érables. Ils ont des beaux érables. Ils ont des érables qui poussent fort. Mais ils n'ont pas une acériculture comme au Québec. Mais quand tu parles aux forestiers en Ontario, pour en connaître, eux autres, ils veulent pas qu'on fasse des trous dans les bio. Ils aiment bien mieux le vendre au déroulage, le vendre au siège. Ils disent, on peut repartir nos érablières, puis on a de la croissance. Puis Ouais. pour eux, l'industrie du siège est plus importante. Nous autres, on a des érables de moins grande qualité au niveau au siège. Fait que ça, je pense que ça allait amener le Québec à se développer au niveau du sucre. Parce Mais- que moi, une érable avec le cœur noir, au moulin, elle va valoir le prix de la pâte. Pourquoi l'envoyer là quand on peut générer Sucre. 15-20$ piastres de sucre par année avec? Là? Non, absolument. Mais mon point, c'est que c'est pas la ressource naturelle qui fait l'industrie. C'est les gens autour. C'est les gens autour. Et il faut continuer à stimuler ça. Il faut continuer à garder l'esprit d'avant-gardiste. Puis il est tellement dans les érablières. Tu vois n'importe quelle cabane, c'est des patenteux. C'est des gens qui... La plupart des gens, ils sont bricolés quelque chose à côté. Et cet esprit d'innovation, il est tellement important. Puis je pense que l'université peut contribuer quelque chose là-dedans en offrant des formations continues, en essayant de garder les gens à l'affût des connaissances. Où est-ce qu'on va? C'est quoi les thèmes émergents? C'est quoi les sujets qu'il faut se garder intéressé? Il y a plein de sujets comme les espèces invasives, les perturbations, que c'est très difficile de les comprendre quand tu es dans ton bout de bois. Les équipements techniques, à un moment donné, tu connais ton osmose. Et oui, si jamais il y a de quoi, tu peux contacter ton équipementier, puis ils peuvent t'aider avec. Mais certaines choses en termes de gestion plus large, et là je parle vraiment pas seulement de l'érablière, mais de l'acériculture, ça c'est plus difficile. Et c'est des décisions qu'on peut prendre comme acériculteur, comme les PPAQ sont impliqués là-dedans, les clubs sont impliqués là-dedans, le centre ASAR a un rôle à jouer, mais les universités aussi. Puis la politique aussi, parce qu'il faut payer pour tout ça, puis... il faut aussi montrer que c'est important culturellement. Puis au Québec, c'est inscrit dans la loi.
ça fait partie du patrimoine comme immatériel au Québec. Fait que c'est important. Faut le rappeler des fois au gouvernement, par contre. Là. Oui, Ah! c'est vrai. Non, mais c'est ça. Des fois, il semble oublier, mais là, c'est revenu. Là. Mais c'est ça qui est étonnant. Parce que d'un côté, c'est tellement. C'est intégral à l'identité québécoise, puis de l'autre côté, c'est difficile de financer le cher. Hein? Je suis contente qu'elle est financée. Puis moi, je suis très heureux que Laval, il va avoir plus de mouvement de cette côté de la frontière. Moi, j'aurais une question. À ton avis, partir une nouvelle recherche, si tu pars de from scratch, là, tu commences quelque chose de nouveau, avant d'arriver à quelque chose de concret aux acériculteurs, Ouais. tu peux passer combien de temps? Là, tu vas me dire, ça dépend ça dépend de la recherche, là, mais Si c'est quelque chose sur le cycle de vie des érables, ça va prendre 300 ans. c'est ça. Mais il faut le commencer aujourd'hui. On peut pas dire parce que ça prend longtemps, on s'arrête là. Mais certains projets, comme ça peut aller dans les 3-4 ans. C'est difficile d'aller plus vite que ça parce que en projet, premièrement, moi je déteste les projets qui font qu'une saison des sucres parce qu'on n'a jamais vu une saison comme la saison actuelle. Fait C'est pour ça que. qu'on fait une deuxième saison du podcast. Oh, ben c'est ça! Ah, qu'est-ce que c'est pas ça qu'on Ouais, parlait? puis on- Non, mais je suis on dit tout d'accord. le temps Il ça. faut- J'ai jamais vu ça. Ouais. On dit ça. J'ai jamais vu Ah ça, fait qu'il faut au moins 2, ça fait déjà 2 années. Puis après ça, après 2 années, il faut analyser les données, il faut les soumettre à publication. Le processus moyen pour une publication, c'est 1 année et demie. Et après ça, il faut le vulgariser et traduire dans quelque chose qui est applicable. Fait que c'est difficile de le voir en bas de 3-4 ans quand c'est bien fait. Des fois, peut-être, ça se peut, mais c'est ça, il faut de la patience. Et comme acériculteur, généralement, on a de la patience parce que c'est pas un métier qu'il faut... Non. On n'est pas investi là-dedans pour demain, hein. C'est le long terme. Et la science, il faut le voir un peu comme ça aussi. Ouais, Tim, je suis bien content du message qu'on a reçu aujourd'hui parce que ce que j'entends, ben, au-delà des arbres, c'est tout le côté culturel qu'il y a autour qui fait beaucoup au Ouais. Québec. Tu sais, si on regarde au niveau des équipementiers, ben, c'est essentiellement, il y en a donc quand même aux États-Unis, mais c'est Ben, surtout les entrepreneurs québécois qui sont derrière ça. Ça fait que moi, je suis content de voir ça. Puis de savoir aussi que là, la recherche, elle va continuer de s'accélérer pour nous permettre d'aller vers davantage de certitudes scientifiques plutôt que d'historique ou de. On faisait ça de même. On avant. faisait ça de même. Ouais, c'est ça. Mais on a encore, de l'autre côté de la médaille, on a aussi à apprendre. Parce que si on le faisait de même, souvent il y avait un fond de vérité. Puis il faut le trouver, il faut le creuser, puis c'est un travail qu'on fait ensemble. Super. Merci. Tim. Merci à vous. C'était un plaisir. Ah ouais, c'était le fun. Oui.